Bonjour, on va commencer les cours de cette année qui vont donc jusqu'en début mars avec une petite interruption. Je vous signale donc on a cours ce mercredi, le mercredi prochain, puis le 1er février je suis à Bruxelles, donc petite interruption et je vais recommencer par la suite le 8 février. Alors, donc, le sujet de cette année que j'avais choisi, c'était autour des plaques tournantes de l'histoire globale à l'époque moderne, 16e, 18e, avec une réflexion donc, portant sur les carrefours et les lieux de rencontre. Alors, faire de l'histoire connectée ou de l'histoire globale veut dire penser presque toujours en termes d'espace et d'analyser l'imaginaire spatial. Alors, depuis quelques décennies, les modèles les plus répandus qu'on utilise sont ceux de centre et de périphérie, rendus populaires par le courant de la dependencia, venu surtout de l'Amérique latine, mais par la suite généralisé par des penseurs marxistes et néo-marxistes, entre autres dans ce pays-ci, mais aussi aux États-Unis. Ce sont des modèles séduisants, certes, mais aussi assez appauvris. On peut les retrouver chez les spécialistes de l'histoire économique, comme ici, dont les discussions, par exemple, portant sur les talents d'or à la fin du 19e ou au début 20e. On peut trouver presque la même chose chez les sociologues, parlant, par exemple, de la ville globale comme phénomène au XXe siècle et XXIe siècle. On peut même trouver le même type de modèle dans les livres, par exemple, sur la République mondiale des lettres, où le centre du monde au XIXe et au XXe, paraît-il, est toujours Paris. Et donc, il y a le monde en général qui reste un peu la périphérie de Paris. Tandis qu'ici, vous voyez que c'est un triptyque, New York, Londres, Tokyo, qui est en quelque sorte le centre, et puis il y a le monde en général qui tourne autour de ces trois villes. Mais comment faire autrement? Alors bien sûr, en tant qu'historien, je pense toujours à un passé plus lointain, et donc je pense un peu aux ancêtres. Et pour revenir sur cette question donc, de plaque tournante, un bon point de départ, c'est le travail de Max Weber, et surtout cet ouvrage posthume, Die Stadt, qui a été récemment l'objet de deux éditions différentes. Ça s'appelle donc La Ville, bien sûr, en français. Et dans une des deux éditions, il y a même une réflexion sous forme de postface, où on revient sur la question de savoir que faire avec le texte de Weber par rapport à l'histoire globale. Comme on sait, Weber était un très grand savant pour son époque, mais il était limité par l'époque dans laquelle il a travaillé et par ses savoirs. Et surtout, il avait une connaissance, disons, plutôt limitée du monde non européen. Et donc, en fait, ses savoirs étaient pas totalement centré, bien sûr, il a aussi travaillé sur la Chine ou sur l'Inde, mais ce qu'il connaissait de première main était essentiellement l'Europe. Et donc, par la suite, on peut voir qu'il y a une série de développements, des livres assez importants sur lesquels je vais revenir de temps à autre dans ces 6 cours. Bien sûr, on ne peut pas échapper au travail de Fernand Braudel sur ce genre de sujet, notamment ces 3 volumes, et j'ai pris le deuxième des 3, les jeux de l'échange, dans lequel il y a aussi beaucoup de réflexions sur le rôle joué par les villes en Occident, mais Braudel, en fait, a pris le soin, entre autres parce qu'à l'école des hautes études, il était entouré par des spécialistes aussi de l'histoire à l'échelle mondiale. Par exemple, il s'est beaucoup renseigné sur l'histoire de l'Asie du Sud-Est, notamment par notre regretté ami et collègue Denis Lombard. Donc, vous trouvez aussi des belles pages consacrées dans ces livres à des villes tout à fait dans le monde extra-européen, comme Malacca, en Asie du Sud-Est, ou Hormuz dans le Golfe Persique, le genre d'endroit qui m'intéresse moi aussi beaucoup. Et donc, c'est un peu en suivant à la fois quelques consignes de Weber, en
à la fois utilisant, mais aussi battant un peu contre Weber, et faisant un peu la même chose avec Braudel, et surtout aussi, il faut garder en tête ce troisième titre que vous avez ici, notamment le livre d'Immanuel Wallerstein, le représentant peut-être le plus important de la dependencia appliquée à l'histoire, avec des modèles justement de centre et de périphérie, avec un modèle donc hautement européocentrique, qui commence donc avec l'idée que le moteur de l'histoire du monde, c'est l'Europe, et c'est dans le contact avec l'Europe que l'histoire du monde en général va se définir progressivement. Je ne sais pas pourquoi c'est bloqué. Bon. J'essaie de continuer. Oui. Alors, donc, quelles sont les idées les plus importantes de Weber à retenir? Bien sûr, pour Weber, dans cette histoire de la ville, il a cette notion qu'il faut toujours jouer pour comprendre l'existence, le développement, les transformations des villes entre une dimension économique et une dimension politique. Ceci est important parce qu'on verra qu'il y a une autre façon de faire, d'aborder ces questions qui laisse de côté la dimension politique, qui insiste beaucoup plus sur la dimension économique. Je vais revenir sur cet autre concept qui est dû surtout à des économistes et des économistes allemands notamment. Puis, il y a l'idée chez Weber qu'au départ, pour comprendre ce qu'est la ville, il y a l'idée de commune, il y a l'idée que la ville va se définir en tant que commune, et donc il y a une vie qui se fait en commun. Cet espace, qui est l'espace de la ville, joue de l'autonomie, et ce qui est important aussi, dans certaines mesures, et ça c'est pas sûr, combien il y a donc l'autocéphalie, c'est-à-dire la ville se trouve dans une situation où il peut décider qui est à la tête de la ville. Et puis, dans le long développement historique qu'il fait par la suite, où les exemples sont presque toujours des exemples européens, il y a très peu d'exemples tirés en dehors de l'Europe, Weber donc revient sur cette idée qu'il y a deux sortes de villes qui vont se développer à partir de l'époque médiévale. Il y a donc la ville patricienne d'un côté, et puis il y a ce qui caractérise la modernité, en quelque sorte, qui est la ville plébéienne. Alors pour Weber, ce qui est aussi très important et qui reste important dans des théories de la modernité weberienne, la ville est en quelque sorte la clé de la modernité parce qu'il y a cette fameuse phrase que Weber utilise sans cesse que c'est l'air de ville qui rend libre. Donc, si on associe la modernité avec des idées de la liberté, on retrouve ça essentiellement dans la ville et pas dans les campagnes. Donc, si vous voyez que ce n'est pas une idée qui va forcément plaire à tout le monde. Déjà, les romantiques avaient des idées assez opposées. Même les poètes bucoliques portugais au XVIe siècle étaient contre cette idée que la ville représentait en quelque sorte l'avant-garde d'une société. Mais chez Weber, c'est évidemment le cas. Alors, j'ai déjà mentionné qu'il y a une autre façon d'aborder les choses, très différente par rapport à la façon de Weber, et ça, c'est donc à partir de ce qu'on peut appeler, en général, les théories de l'économie de la localisation. Alors là, ceux qui ont joué le rôle central, ce sont des Allemands, à partir au XIXe siècle, des théoriciens comme von Thünen, mais celui qui est considéré comme le plus important, c'est donc l'économiste August Lösch, et surtout ce livre assez important, publié au début des années 40, Die räumliche Ordnung der Wirtschaft, autour de comment l'économie est organisée dans l'espace. Ce n'était pas un sujet qui avait été très développé par les économistes anglais ou ailleurs, même si on peut trouver quelques réflexions sur ce sujet chez Ricardo, par exemple. Mais c'est Lösch qui a ensuite donné beaucoup plus de direction. Et pour Lösch, en effet, c'est un modèle extrêmement abstrait. Imaginons l'espace homogène. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y aurait une logique pour créer des places centrales?
Donc, comment est-ce qu'à partir d'un espace plat et totalement régulier, on peut imaginer qu'il y aurait une espèce de hiérarchie de places centrales qui va se développer, donc qui aurait plus ou moins cette forme-là, les fameux hexagones de Loesch, et pourtant il était allemand et pas français. Alors donc, vous avez cette idée qu'à partir des villages qui sont distribués comme ça, vous allez avoir des petits centres qui se développent où on va trouver des marchés, où on va trouver des points d'échange. Mais comme Loesch voyait le social en termes de l'économie, par exemple, il pensait qu'il y avait toutes sortes de transactions d'ordre social et autres qui allaient se développer une fois qu'on avait ces points centraux. Et puis, on a hiérarchiquement d'autres points qui servent comme centre pour les premiers et des troisièmes types de points. Donc, on a une espèce de hiérarchie d'hexagone sur hexagone. Et là, on arrive donc à comprendre comment, à partir des villages ou à partir d'un espace totalement homogénéisé, on peut arriver à dégager des centres comme ça. Alors, celui qui était le premier, tant que je sache, à utiliser ça pour un exercice historique, c'était en fait un spécialiste de la Chine, G. William Skinner, un Américain qui a donc travaillé sur la question du fonctionnement des marchés en Chine. Et là, vous voyez, en fait, comment il a abordé la question. Et vous avez ici toute une série d'endroits en Chine où il met les marchés côte à côte. Il vous montre comment, en fait, les marchés fonctionnaient sur des jours de la semaine différentes. Donc, comment, en fait, il y avait une espèce d'interaction pour faire en sorte qu'il y avait en quelque sorte une coordination entre ces marchés. Et puis, il a proposé que c'est comme ça que finalement la ville en Chine a émergé comme phénomène sur le très très long terme. Alors, dans ce genre de conception, la politique n'existe que d'une façon extrêmement secondaire. D'ailleurs, c'est tellement abstrait que même le terrain n'existe pas. Il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas de lac. Vous voyez, donc tout cela, il faut introduire ces éléments-là comme des espèces de distorsions. Donc, on fait ça à partir d'un espace imaginé et homogène, et puis on introduit les aspects du terrain, les montagnes, les lacs, etc. D'ailleurs, les gens qui ont essayé de faire des modèles quantitatifs à partir de ça, ils ont choisi comme point de repère pour ces exercices des endroits comme le Michigan ou le Wisconsin aux États-Unis, parce que c'est tellement plat qu'il n'y a presque pas de problème de terrain. Mais évidemment, c'est aussi artificiel parce qu'on imagine là une situation où le pouvoir et le champ politique n'existent pas. Et donc là, vous voyez que c'est un très fort préjugé et ce que s'explique finalement que cette discussion est restée assez limitée, c'est plutôt dans le cadre des économistes. Et si vous regardez même chez les sociologues, en fait, les discussions de Loesch ont très peu pénétré, et même, il faut dire, chez les économistes, cette question de l'économie de la localisation est restée un sujet, je ne dirais pas confidentiel, mais c'est resté un sujet relativement limité et bien encadré dans certains départements, et c'est surtout les Allemands et un peu les Américains qui se sont intéressés à ça. Alors, par contre, revenons à notre monde de l'époque moderne. Et si on regarde l'époque du monde, disons, entre le 15e, 16e et le 18e, et si maintenant, si on regarde les travaux des géographes, alors les géographes nous ont démontré, à partir des données parfois discutables, il faut le dire, mais à partir des données qu'ils avaient sous la main, quelques idées de base, et donc je pense qu'il faut quand même commencer avec ça, il faut les retenir pour la discussion qui va suivre. Alors, regardez un peu la distribution de ce qu'on peut appeler, en gros, les villes dans le monde entre 1500 et 1800. C'est plus ou moins ça. C'est-à-dire, les villes ne se trouvent pas distribuées d'une façon égale un peu partout dans le monde, c'est plutôt le contraire. Il y a cette espèce d'axe qui va d'ici là, donc en gros entre l'Asie du Sud et
l'Europe occidentale. Puis, il y a la Chine, qui d'ailleurs, si on avait fait cette carte, pas pour l'époque 1500-1800, mais imaginons qu'on faisait cette carte pour l'époque 900-1200, la Chine aurait été beaucoup plus importante parce qu'il y avait des très grandes villes en Chine à l'époque, par exemple des Song, quand il y avait une situation urbaine beaucoup moins développée en Europe. Puis il y a donc ces quelques villes en Amérique du Sud, il y a les quelques villes en Amérique centrale autour du Mexique, et puis ces quelques villes relativement récentes en Amérique du Nord. Il y a bien sûr les villes de l'Afrique occidentale et donc comme Anisola ici, Inca en Australie. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout comme si on est dans une situation où, pour reprendre la phrase de Thomas Friedman, où le monde était plat. Non, loin de ça, en fait, il y avait déjà une espèce de distribution qui allait tout à fait à l'encontre de cette notion qu'il y aurait en principe une distribution relativement homogène, même si on prend en compte le fait que ça suit aussi un peu, quand même, il faut le dire, la distribution de la population du monde à l'époque. Alors, quelles sont les grandes villes donc, de ces époques-là? Alors là encore, je puise dans les travaux des géographes, surtout les géographes de l'Université de Michigan. Donc ça veut dire que ces chiffres-là sont souvent discutables. Si on commence à parler avec un spécialiste de chacune de ces villes, il va sûrement vous dire pourquoi ces chiffres ne sont pas exactement fiables. Mais voyons en gros ce qu'on retrouve au moins dans ces études-là. Donc en 1500, c'est assez prévisible, Pékin en tête, mais il y a quelques surprises là. Donc Vijayanagar, ville en Inde du Sud, est présentée comme la deuxième ville du monde. Comme spécialiste de l'Inde du Sud, je peux vous dire que 500 000, c'est un peu exagéré. Donc, puis on a Caire, on a Hangzhou, on a Tabriz, 250 000, Constantinople, 200 000. Je pense qu'il faut inverser ces deux. Mais néanmoins, ça vous donne une petite idée de ordre de taille. Mais il y a quelques vraies surprises. Je me demande combien d'entre vous avaient pensé qu'il y avait une ville en Inde qui s'appelait Gaur, capitale du sultanat de Bengale, donc qui est considérée comme la septième ville du monde, plus grande que Paris à l'époque. Donc, il y a déjà, en regardant ce genre de liste, quelques surprises. On voit tout de suite quelque chose qui est une évidence, c'est-à-dire que les villes européennes sont assez sous-représentées. Puis, en passant de 1500 à 1600, c'est guère mieux du point de vue de l'Europe. Mais il y a quelques changements assez importants. Donc, vous voyez que Istanbul, Constantinople, est en train de monter. Agra a monté d'assez loin, et ça c'est pour une raison hautement politique. Et puis on a donc les quelques noms qui reviennent, mais il y a aussi des noms qui n'étaient pas là dans la première liste, comme par exemple Gaur a disparu, mais par contre Bijapur est là en 10e place. Donc il y a là, si on regarde cette série de noms, pour l'essentiel, il y a deux sortes de villes. Il y a des villes qu'on peut appeler plus ou moins des villes politiques. Des villes qui sont là parce qu'ils représentent un pouvoir politique. Ils sont la capitale d'un pouvoir politique. Il y a aussi quelques exceptions, c'est-à-dire où il y a un passé politique, comme par exemple Caire n'était plus le centre de l'Empire ottoman, mais c'était quand même le centre de l'Empire mamelouk, et en tant que tel est resté comme la deuxième ville de l'Empire ottoman. Il y a aussi donc quelques autres qui viendront plus loin dans la liste, qui sont ce qu'on peut appeler en gros des villes qui sont beaucoup plus les centres économiques, avec une importance politique beaucoup moindre. Et ça serait par exemple le cas de Osaka, qui n'est pas le centre politique au Japon, c'est plutôt Kyoto qui a ce rôle. Et on peut aussi poser la question sur Hangzhou, par exemple, qui est donc pas le centre politique, rôle qui est joué par d'autres villes. Mais regardons donc le cas de l'Europe. Ici, les chiffres, si j'ose dire, sont un peu plus fiables, mais pas forcément. Là,
encore une fois, j'imagine qu'il y a des gens ici dans l'assistance qui ont une connaissance très, très pointue, par exemple, de l'histoire de Grenade, qui vont me dire que ces chiffres-là ne sont pas du tout exacts. Mais, vous voyez, quelques surprises, mais en gros, on voit qu'il y a une espèce de centre stable, c'est-à-dire il y a quelques villes ici qui reviennent tout le temps. Il y a d'autres qui vont apparaître et disparaître. Donc, par exemple, en 1500, vous voyez que Amsterdam se retrouve nulle part. Ça, ce n'est pas une surprise parce qu'on sait que la croissance d'Amsterdam, c'est un phénomène du 16e. Puis, il y a aussi des villes qui vont perdre leur importance. Par exemple, Milan, qui est en troisième, qui est ici, donc pas parce qu'il n'y a pas eu de croissance, mais parce que ça a été donc dépassé par d'autres villes. Et là encore, on peut revenir sur cette question. Combien de ces villes sont des villes politiques pour l'essentiel? Combien sont là parce qu'ils ont un rôle économique? Comment partager ces questions-là? Comment revenir sur cette question de Lush, de l'importance du marché comme principe pour faire ressortir l'importance d'une ville, et jusqu'à quel point faut-il penser en termes de l'importance donnée par l'organisation et surtout l'organisation politique. Et bien sûr, on peut aussi revenir sur la question de l'autocéphalie. Parce que si on revient sur ces définitions de Weber, pour lesquels il a essentiellement pris des exemples européens, on voit que c'est une idée qui fonctionne presque pas dans une très, très grande partie des cas. Il ne s'agit pas du tout de centres autocéphaliques. Et même en Europe, en fait, il y a pas mal d'exemples des centres parmi ces centres-là qui ne sont pas du tout des villes qui se gèrent. Il y a beaucoup de villes ici qui ne respirent pas l'air de la liberté du tout. Et il y a aussi donc la question qui se pose, cette espèce d'opposition entre une espèce de région, de partie rurale opprimée, puis la ville qui est libre, jusqu'à quel point ça peut marcher dans le cas de l'Europe, pour ne pas parler de la situation en dehors de l'Europe. Alors le problème est encore plus grave quand on passe à la question de l'utilisation de Weber, par exemple, pour discuter le monde islamique. Ici, je vais donc commencer avec une carte du début du XVIIe siècle. Je vous ai montré ça l'année dernière dans un autre contexte. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'où ça vient, je vais vous montrer dans un instant. Alors, dans cette carte-là, cette carte en persan, il y a deux sortes d'endroits marqués. Donc, vous voyez que ça, c'est l'Afrique, ça, c'est la péninsule arabique, ça, c'est l'Iran. Donc, il y a des endroits qui sont des royaumes. Donc, ici, vous voyez, par exemple, Mulk Barbar, le royaume des Berbères. Il y a ici quelque chose qui est un peu moins complémentaire. Il dit donc Junglistan, la terre des sauvages. Ça, c'est pour l'Afrique occidentale. Mais vous avez aussi, bien sûr, ici Habesh, l'Abyssinie. Mais ici, si vous commencez à regarder de plus près, on a Bagdad, on a Tabriz, puis on a ici, bien sûr, la Mecque. On ne peut pas faire sans. On a des régions toujours ici. Il y a ici Mulk Arab, le pays des Arabes. Il y a Misr, qui est l'Égypte. Donc, pour les cartographes de cette carte-là, vous voyez que pour définir les espaces, il y a deux sortes de choses qui sont importantes, peut-être trois. Deux, pour l'essentiel, les royaumes et les villes. Et puis, en troisième place, on a quelques repères, disons, dans la mer, mais pas beaucoup. Par exemple, on a un endroit où on voit Bahreïn qui est marqué. Alors, est-ce que ça veut dire l'endroit ou est-ce que ça veut dire... c'est une référence aux mers du Golfe Persique. C'est une question discutable. Alors, d'où vient cette carte-là? Ça vient de cette peinture. Donc, vous voyez ça, mais en fait, ça vient d'ici. Donc, ça vient d'une peinture allégorique moghole qui démontre l'empereur moghol, Jahangir, en train d'embrasser, c'est une espèce de rêve qu'il a eu, parce qu'ils ne se sont jamais rencontrés, le roi d'Iran, Shah Abbas. Et donc, sous Jahangir, vous avez le lion, et vous avez ici donc la coexistence du lion et de l'agneau,
hein, pour parler de la paix universelle. Et puis, vous avez ici une espèce de globe avec tous ces endroits marqués comme vous avez vu. Donc, dans l'imaginaire géographique et spatial des Mongols, vous voyez comment on conçoit le monde. Et d'ailleurs, il faut dire que si vous regardez de très près, il y a des endroits assez intéressants marqués. Par exemple, ici, vous aviez, plus loin, vous aviez Venedig, qui est donc Venise. On a Moscou, en fait, aussi. Donc, c'est un imaginaire qui va jusque dans... Il y a la France qui est marquée d'ailleurs, mais pas l'Angleterre, parce que, à cause d'un problème de couverture, hein, parce que l'Angleterre a disparu en quelque sorte. Voilà, donc c'était le premier Brexit. Donc, vous voyez que dans cette notion, il y a une présence des villes assez importante. Mais cette question de la ville dans le monde musulman a toujours posé problème. Et je vous cite quelques réflexions assez intéressantes de la part de quelqu'un, un grand islamisant français, André Raymond, dans un livre, une collection de ses essais qui s'appelle Ville musulmane, ville arabe. Alors donc, où il réfléchit d'une façon très générale sur comment aborder le problème de la ville dans l'histoire des pays musulmans. Et il dit, je cite, « Nous trouvons dans les théories de Max Weber sur l'évolution des villes occidentales rien qui puisse s'appliquer aux villes qu'ils avaient sous leurs yeux. Les spécialistes, ce fut en particulier le cas d'un Jean Sauvager en Syrie, ne pouvaient que constater qu'ils avaient affaire à un type d'urbanisme qui ne se définissait pas que par l'énumération morose de tout ce que lui manquait. La régularité et les institutions de la ville antique, c'est-à-dire de la ville antique en Europe, et les chartes et les communes de la ville médiévale, toujours en Europe. Puis, donc, il continue, la ville, c'est-à-dire la ville en monde musulman, n'est qu'une non-ville. L'urbanisme musulman qu'un non-urbanisme. L'époque musulmane ira jusqu'à écrire Jean Sauvager dans son Alep, ne s'accompagne d'aucun apport positif. On ne voit à lui attribuer que la dislocation de centres urbains. L'œuvre de l'islam est essentiellement négative. La ville devient un assemblage inconsistant et inorganique des quartiers. Elle est comme la négation de l'ordre urbain. Donc, vous voyez comment, en jouant avec Weber, ça c'est un certain type de résultat que peut sauter aux yeux, c'est-à-dire que vous aviez un parcours parfait, qui est le parcours imaginé de la ville européenne, et puis vous avez le parcours raté, qui est la ville comme ça existe un peu ailleurs, ou même partout dans le monde non occidental. Il y a bien sûr une question qu'on peut poser, et d'ailleurs c'est une question intéressante, que faire avec le cas espagnol, où il y avait l'islam quand même jusqu'à un certain point, et puis on est revenu dans le monde chrétien, mais ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Alors, ce sont des genres de questions qui ont été donc par la suite discutées par toute une série d'auteurs. Je vous cite juste deux ouvrages. Un ouvrage qui est un ouvrage collectif, qui a été dirigé par un très grand savant sur le monde islamique qui était à Oxford, Albert Hourani. Et dans cet ouvrage collectif, qui s'appelle donc The Islamic City. C'est un ouvrage qui est le résultat d'un colloque. Et je pense qu'il y a au moins un tiers des contributions qui s'efforcent à dire qu'il n'y a rien comme la ville islamique. Ça n'existe pas. C'est une catégorie non existante. Hein. Et parmi ces contributions, je vous signale par exemple l'essai de Jean Aubin, où il explique que la ville iranienne est la ville iranienne. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la ville au Maghreb et encore moins avec la ville en Indonésie. Et mettre toutes ces villes dans une seule catégorie qui serait la ville islamique, c'est un procédé totalement injustifié. Donc c'était son point de vue pour dire que finalement c'est l'écologie iranienne en quelque sorte qui va donner naissance à un certain type de ville où il y a un rapport très particulier entre ville et pâturage et ce n'est pas du tout le même genre de choses qu'on peut trouver ailleurs. Mais il y avait aussi des gens qui ont essayé en quelque sorte, de faire ressortir un apport plus positif de Weber. Et parmi lesquels, je vous signale ce livre qui reste fort intéressant, un livre qui a certes quelques défauts, qui est le livre de Richard Bullitt, portant sur une ville justement en Iran,
qui est la ville de Nishapur, qui est techniquement dans le Khorasan, et où il a donc utilisé justement cette catégorie qui vient de Weber de la ville patricienne. Donc, vous voyez, le titre, c'est The Patricians of Nishapur, ça n'a pas été traduit en français. Et dans ce livre, l'effort de Bullet, c'est d'identifier tout ce qu'on peut identifier comme les familles des patriciens. Alors, parfois, ces gens correspondent plus ou moins à ce qu'on appellerait normalement les ulamas. Mais il n'y a pas que les ulamas. Il y a des gens qui sont parfois des savants, parfois non, parfois des gens qui sont seulement importants dans la ville, parfois en dehors de la ville. Et il essaie de démontrer comment, en fait, cette ville a fonctionné comme un cadre de conflit entre les patriciens, des groupes de patriciens. Et ces conflits, il nous le démontre très finement en utilisant surtout les dictionnaires biographiques venant de cette ville, parce que c'est un genre, le genre qui s'appelle normalement le Tazkira. Donc, en utilisant ces dictionnaires biographiques, il nous montre comment la façon dont ces rivalités s'exprimaient, c'était souvent en utilisant les écoles de jurisprudence islamique. Donc, il y avait des gens qui appartenaient à différentes écoles, les Hanafites, les Shafi'ites en particulier. Il y avait moins de Hanbali et de Maliki dans cette ville. Il y avait aussi quelques chiites. Donc, les conflits s'exprimaient comme ça, mais il nous démontre en effet que c'est ça qui donnait une espèce de dynamisme à cette ville. Et donc, même s'il y avait un pouvoir sultanien qui n'était pas dans la ville, mais un peu lointain, c'était aussi une ville assez autonome. Donc, on peut appeler ça une espèce d'exercice néo-wébérien pour aller un peu contre ce que disait Raymond, c'est-à-dire il n'y avait pas que l'énumération morose, il y avait aussi peut-être, selon Bullet, quelque chose qu'on pouvait rattraper de l'idée wébérienne et on pouvait démontrer qu'il y avait une espèce de convergence possible entre certaines villes dans le monde musulman et le monde donc européen. Mais là, je vais passer à un autre exemple et je vais consacrer le temps qui me reste à cet autre exemple-là. Il fallait commencer quelque part. Et j'ai été un peu pervers en choisissant cette ville, mais pas tout à fait, parce que c'est quand même celle qu'on appelle la mère des villes, al-Qura. C'est donc la ville de la Mecque. Alors, pourquoi la Mecque? C'est certainement pas à cause de sa taille, parce que la Mecque était, à l'époque qui nous concerne, 16e, 18e siècle, une petite ville, mais c'était aussi une ville assez particulière parce que c'était une ville qui avait une caractéristique très, pas unique, mais assez spéciale, c'est-à-dire cette espèce de rythme annuel. La population se gonflait et se dégonflait, et pour une raison très simple, parce que c'est une ville de pèlerinage. Mais alors, donc, c'est une ville qui est liée avec ce phénomène qui existe, on sait, depuis le 7e siècle, mais qui a gagné de l'importance à l'époque, à la fin de l'époque médiévale et surtout à l'époque moderne, c'est-à-dire à partir du 15e siècle, c'est devenu vraiment beaucoup plus important comme ville de pèlerinage. Et alors, avec la Mecque, donc, on est déjà au centre d'un certain nombre de ces controverses qu'on a vues autour de comment concevoir la ville. Donc, je vous donne juste un exemple assez curieux. C'est le livre de savants assez controversé, il faut le dire, Madame Patricia Crone, qui a donc écrit, parmi beaucoup d'autres livres, ce livre qui s'appelle donc Meccan Trade and the Rise of Islam. Donc, le commerce de la Mecque et l'essor de l'islam, dans lequel elle nous présente une historiographie conventionnelle selon laquelle la Mecque était tout d'abord une ville marchande. Donc, avant même l'existence de l'islam, il y avait la Mecque en tant que centre commercial. Et puis, selon ce qu'elle dit, en caractérisant l'historiographie, on dit qu'en quelque sorte, c'est l'islam qui a donné une espèce de coup de pouce, mais en réalité, la Mecque avait déjà sa centralité en tant que centre de commerce avant ce moment-là. Et elle essaie de nous démontrer, en utilisant des sources venant pas de l'époque du prophète, parce qu'il n'en a pas,
mais des époques un peu plus tardives, elle essaie de nous démontrer qu'en fait, la Mecque n'était pas du tout une ville commerçante importante avant l'islam, et c'est l'islam qui a fait en sorte que ça devient important, c'est la création de l'islam. Donc, si vous voulez, si on peut jouer entre ces idées des villes, et là je reprends ces idées de Loesch et de Weber d'une autre façon en utilisant un autre vocabulaire, pensons donc de ce qu'on peut appeler une espèce de ville organique, une ville qui commence par le bas, et puis un autre type de ville qu'on peut appeler, grosso modo, inorganique, qui vient donc par des forces politiques, donc de haut en bas. Hein. Et donc, pour elle, c'est une ville qui est essentiellement une création de haut en bas plutôt que de bas en haut. Alors, on peut se demander pourquoi c'était tellement important pour les croyants musulmans de dire que la ville de la Mecque était très importante comme ville commerçante avant l'islam, mais apparemment c'est très important. Donc en fait, ce livre a été objet de controverses extrêmement violentes, surtout sur l'Internet. Et elle a été attaquée, ce n'était pas la première fois, pour ses connaissances de l'arabe et des sources, etc. Mais surtout parce qu'on voulait démontrer en effet que la Mecque, même avant le prophète et avant le 7e siècle, avait joué de l'importance, malgré le fait qu'il se trouve à l'intérieur, donc ce n'est pas du tout une ville portuaire. Et voilà. Donc, c'est la ville de pèlerinage, le Hajj. Et donc, c'est en tant que tel que on l'a traité pour l'essentiel. Si vous regardez l'historiographie portant sur la Mecque, une grande partie de cette historiographie, c'est donc autour de ces routes de pèlerinage, par exemple, les routes maritimes qui mènent vers l'Inde, un endroit très important pour le pèlerinage, mais aussi vers l'Asie du Sud-Est, et finalement même jusqu'à l'extrême-orient de l'Asie du Sud-Est. Puis il y a bien sûr les connexions avec l'Afrique orientale. Il y a ce lien-là qui est très important. Un des moments légendaires de l'histoire de la Mecque, c'est l'arrivée donc du roi de Mali, Mansa Moussa, au XIVe siècle à la Mecque, avec un caravane plein d'or, et il va donc apparemment faire chuter les marchés parce que le marché de la Mecque ne peut pas supporter une telle quantité d'or. Donc il y a ces liens-là, puis il y a bien sûr les liens menant au nord, il y a les liens menant donc vers l'Asie centrale, ce sont des liens terrestres. Mais restons un moment sur cette question de la connexion maritime. Ça c'est important. Pourquoi? Parce que vous voyez que les connexions maritimes fonctionnent sur une espèce de rythme des saisons que sont des saisons, disons, du calendrier solaire. Donc, c'est ce qu'on appelle le mousson, le mausim. Donc, ça, c'est quelque chose qui fonctionne régulièrement, chaque année, selon les mois. Mais tandis que le Hajj fonctionne selon un autre rythme. Donc, parce que c'est toujours le mois de Zil-Hijjah. Et ça, c'est un mois lunaire. Donc, ça veut dire que si vous regardez, chaque année, le Hajj se déplace en termes de calendrier chrétien par quelques jours. Donc, ça veut dire que dans un an, ou à un moment, ça peut être en mars, et à un autre moment, ça peut être en octobre. Et pourquoi ça a une importance? C'est parce que si vous venez faire le Hajj en utilisant les routes maritimes, ça veut dire qu'il y a des années, si vous avez de la chance, où vous pouvez accomplir tout en 6 semaines ou en 5 semaines, en venant juste avant et en partant juste après. Mais il y a d'autres moments quand les deux rythmes ne coïncident pas du tout, donc vous êtes obligé de rester 9 mois. Et ça change les données et ça change bien sûr le rythme et la taille de la ville. Et on a beaucoup discuté ces questions-là, comment en fait les deux rythmes fonctionnent ou ne fonctionnent pas ensemble. Il y a un livre assez, à mon avis, controversé d'un historien, Michael Pearson, où il essaie d'utiliser ça pour argumenter qu'à cause de ça, la ville n'avait pas d'importance économique. Je vois qu'il y a une espèce de non-séquitur là. Comment est-ce qu'on arrive d'une chose à dire l'autre? Ça veut dire tout simplement que la ville avait parfois des mois tout entiers où c'était extrêmement grand, et puis
des périodes quand c'était relativement petit, et dans d'autres époques, cette espèce de moment de gonflement était plus limité. Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut prendre les choses. Il y a aussi d'autres livres qui ont encore discuté, par exemple, ce livre de l'historienne allemande Soraya Faroqi, la question de pèlerinage et de l'administration de pèlerinage par les Ottomans. Alors, gardons donc pour notre discussion quelques données de base politique. Alors, donc, quand nous allons commencer au XVe, début XVIe siècle, la Mecque est sous le contrôle, mais ce n'est pas un contrôle très fort, d'une dynastie de ce qu'on appelle les shérifs. Ce sont des descendants de Mahomet par le biais de son petit-fils Hassan, donc c'est ce qu'on appelle les shérifs hassanides. Ça, c'est une dynastie, c'est d'ailleurs la dynastie qui a donné finalement la dynastie actuelle de Jordan. Les Hachemites sont venus plus ou moins de cette lignée-là, et voilà. En Arabie Saoudite, donc c'est eux qui ont été déplacés par les Saoudiens au début du XXe. Ils étaient au XVe siècle, au début du XVIe siècle, sous la tutelle des Mamelouks d'Égypte. Donc, les Mamelouks d'Égypte, en fait, contrôlaient à partir de l'Égypte une partie des deux rives de la mer Rouge, mais surtout la partie arabienne. Et donc, à partir de ce contrôle-là, les shérifs de la Mecque, en quelque sorte, étaient tributaires, mais tout en jouissant d'une certaine autonomie. Mais ce n'était pas tout à fait un cas, disons, d'autocéphalie selon Weber. Alors, les shérifs de la Mecque avaient des rapports donc, avec deux sortes de centres maritimes. Donc, il y avait le rapport avec le centre qui venait de prendre une certaine importance au XVe siècle, qui est le centre de Jeddah. Et puis, il y avait un rapport un peu plus compliqué avec le Yémen et avec le port d'Aden, que vous trouvez ici, qui était un port donc séparé sous un royaume distinct et autonome. Alors, donc, là, vous voyez, c'est une aquarelle portugaise du XVIe siècle qui nous démontre la vue sur Aden, que les Portugais ont essayé de prendre à deux reprises et ils n'ont pas réussi. Ça, c'est probablement l'assaut de 1513. Alors, donc, mais il y a quelque chose qui va changer dans ces données, c'est-à-dire en 1516-17, toute cette région va tomber sous le contrôle des Ottomans. Donc, il y a ces deux moments, régime mamelouk pour commencer, et puis régime ottoman à partir de 1517, et qui va donc continuer effectivement jusque dans la fin du 19e, début du 20e siècle. Alors ici, vous voyez les chiffres sur les navires arrivant à Jeddah à la fin du 15e siècle de l'Inde. Donc, il y a un trafic assez considérable, parfois plus que 20 ou 15, 19, 17, etc., navires venant de différents ports de l'Inde, que ce soit de l'Inde du Sud, que ce soit le Gujarat. Donc, ce sont des liens qui restent assez importants. Mais bien sûr, il y a aussi le commerce en direction de l'Égypte, il y a le commerce donc aussi avec l'Afrique orientale et ainsi de suite. Alors, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la Mecque un peu en dehors de cette question de pèlerinage. Donc, de comprendre un peu le fonctionnement de la ville en tant que tel et pas seulement en fonction de ce rapport qu'il a avec le monde externe en passant par la Hajj. Alors là, je vous signale qu'il y a des travaux sur l'époque mamelouk et ces travaux-là ont, par exemple, démontré quelque chose qui va tout à fait à l'encontre, par exemple, des thèses de quelqu'un comme Pearson. Par exemple, les travaux de Richard Mortel ont démontré qu'il y avait bel et bien une communauté assez importante de marchands à la Mecque. Donc, on ne parle pas des gens qui étaient de passage, qui venaient juste pour quelques mois pour le Hajj. Il y avait des gens qui étaient bel et bien installés à la Mecque. Et il caractérise ces gens comme des gens who were able to amass large fortunes. Bien sûr, c'était des gens qui avaient des liens avec le monde externe, mais c'était souvent aussi des migrants, mais basés à la Mecque. Donc, il y avait une espèce de bourgeoisie mecquoise, si vous voulez,
en dehors de ces gens qui venaient passer quelques mois dans le cadre de pèlerinage. Il y a aussi quelque chose d'autre qui est démontré par le même historien Mortel, c'est-à-dire là c'est une liste qu'il a pu construire des ribats, des fondations charitables qui existaient à la Mecque, donc souvent créées par les grands marchands. C'était parfois créé pour héberger justement les pèlerins, mais aussi créé pour d'autres raisons. C'était donc des fondations qui jouissaient davantage en termes de fisc, donc qui n'étaient pas obligés, c'était considéré comme des espèces de waqf, donc qui ne payaient pas d'impôts. Mais vous voyez ici qu'il porte le nom souvent de celui qu'il a créé ou celui qui a été donc... par exemple, souvent c'est le père ou la mère de la personne qui l'a créé. Donc vous voyez qu'il y a aussi une espèce de densité de ces institutions à l'intérieur de la ville qui fait en sorte que c'est une ville qui est dotée d'une espèce de richesse, d'une espèce d'épaisseur interne et qui ne dépend pas exclusivement de ce qui vient d'une façon éphémère de l'extérieur. Alors donc, bien sûr, on peut toujours insister sur cet aspect extérieur et peut-être il faut aussi le faire parce qu'on a, depuis un certain temps, retrouvé, par exemple, quelques manuels pour le pèlerinage, avec des instructions pour les pèlerins, par exemple, ça c'est un exemple, c'est un texte qui s'appelle Anis al-Hajjaj du XVIIe siècle avec des instructions, mais en fait, revenons sur la ville même, et pas seulement sur cet aspect qui est le Kaaba, le centre de pèlerinage, mais sur la ville en général. Alors, pour faire ça, en fait, on peut en effet utiliser des sources jusque-là presque pas exploitées, qui viennent tout juste d'être mises à l'œuvre. Donc des textes qui ont été écrits par des gens appartenant à toute une série de groupes, mais surtout, je vais insister, encore une fois, pas tellement sur ces récits. Il y a beaucoup de récits qui viennent de l'extérieur, de l'Indonésie, d'ailleurs, etc., qui ont été l'objet de beaucoup d'études. Mais on peut penser, par exemple, à ces textes-là, notamment qui viennent d'une série de personnages liés avec ce monsieur-là, Taqiyuddin al-Fassi. Et ici, je cite le texte écrit par notre collègue à Paris 1, Éric Vallée, qui nous a expliqué qu'en fait, avant le XVe siècle, la Mecque n'avait pas une tradition interne de chronique ou de texte, mais à partir du XVe siècle, et surtout pendant le XVe et le XVIe siècle, on a une très grande richesse de chroniques et de chroniqueurs. Et donc, on a une espèce de densité de données qui donne une certaine épaisseur à la description interne de la ville. Donc, on commence avec ce monsieur qui est donc Taqiyuddin al-Fassi, qui vient donc de Fès, donc qui était lui-même grand cadi malékite de la Mecque entre 1405 et 1425, et qui a écrit donc un volume recensant de façon thématique les événements de la ville sainte, mais il a aussi donc écrit un autre texte sur les illustres habitants et visiteurs. Donc, vous voyez qu'on peut, à partir de ça, créer une espèce de prosopographie de la ville pour comprendre en fait comment cette ville fonctionnait au jour le jour. Donc, vous voyez qu'après Taqiyuddin al-Fassi, donc le premier que vous voyez ici, il y avait toute une série d'autres chroniqueurs, et c'est un cas assez extraordinaire, le cas de la Mecque, parce que ici, on a 3 générations de chroniqueurs, le grand-père, le père, le fils, qui ont tous les 3 écrit des chroniques portant sur la vie quotidienne à la ville, mais aussi d'autres textes. Chacun est responsable pour une trentaine, quarantaine de textes. Et ces gens-là appartiennent donc à cette famille, le Banu Fahd. Et donc, il s'agit d'une activité qui va continuer du milieu du 15e jusqu'au plus ou moins au milieu du 16e. Et finalement, on a ce dernier personnage qui n'appartient pas à cette famille, mais qui est lié avec eux. Je vais revenir brièvement sur lui. C'est un Indien qui s'appelle Qutbuddin Muhammad Naharwali,
qui était donc originaire de Gujarat et qui lui aussi était un grand intellectuel et chroniqueur de la Mecque. Alors, en lisant ces textes-là, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette ville? On voit qu'en effet, c'est une ville où, bien sûr, il y a les gens de passage, mais il y a aussi une vie interne assez intense. Une vie où, en fait, on tient absolument à garder à une certaine distance les Ottomans et les Mamelouks. Donc, il y a le pouvoir impérial en quelque sorte qui existe, mais en fait, on utilise en quelque sorte le prestige de la ville pour en fait, créer une situation d'une autonomie assez considérable. Et d'ailleurs, si on prend le troisième de cette famille de Banu Fahd, Jarullah ibn Fahd, je viens de terminer un article assez long sur lui avec mon collègue Muzaffar Alam, et on a surtout utilisé ce premier texte-là, le Nail al-Muna, et dans lequel il nous raconte en fait comment on faisait pour être sûr que les Ottomans ne pouvaient pas contrôler la ville, comment jouer les shérifs contre les Ottomans, le niveau d'autonomie qu'on avait, et surtout le fait qu'on utilisait par exemple des souverains assez distants. Par exemple, comme il y avait beaucoup d'argent qui venait de l'Inde, on utilisait les sultans par exemple de Gujarat ou le sultan de Bengale à la fin du XVe contre les Mamelouks et contre les Ottomans. Il y a beaucoup de textes que ce Jarullah ibn Fahd a écrit. Là, c'est le plus grand. C'était un texte énorme. Mais il y a aussi, par exemple, d'autres textes dans lesquels il discute la vie quotidienne dans la ville de la Mecque. Et dans cette vie quotidienne, il y a, par exemple, un aspect qui, moi, je trouve assez curieux, c'est, par exemple, la question du café. Vous voyez que le café venait tout juste de devenir un produit important dans le monde musulman au XVIe siècle. Il y avait beaucoup de controverses qui entouraient le café parce qu'il y avait le problème de savoir si c'était un produit légitime ou non. Donc, il y avait un certain nombre de juristes qui pensaient que le café était semblable à l'alcool. Donc, on raisonnait par comparaison en disant que même s'il n'y avait pas dans les textes anciens, dans les hadiths, etc., des choses précises portant sur le café, on pouvait par analogie dire que c'était comme l'alcool, même si on savait que on risquait de s'endormir avec l'alcool, tandis que le café avait l'effet un peu opposé. Mais néanmoins, et là, par exemple, il y a Jarullah qui est contre le café, qui écrit ce texte de Kamal Shahvat, le déracinement du désir sexuel, dans lequel il dit que le café a une espèce d'effet négatif sur le désir sexuel, parmi les effets néfastes, et qu'en en fait, il y a les nazim kahvat, les administrateurs du café, qui pour leur propre profit ont envie de faire comme si le café est un produit sain. Donc vous voyez qu'à l'intérieur de cette ville, là, quand il nous décrit ça, il nous décrit une espèce de ville assez vivace dans laquelle il y a ces groupes qui discutent en public, qui discutent les uns contre les autres. C'est un peu comme les patriciens de Nishapur en quelque sorte, peut-être à plus petite échelle. Et surtout, il y a donc une vision de la Mecque qui n'est pas du tout une vision solennelle. C'est une ville apparemment assez ludique en quelque sorte. Et ça se voit d'ailleurs dans cet autre texte que Jarullah a écrit qui s'appelle Nukat al-Ziraf, les points qui obligent à rire, dans lequel en fait il se moque systématiquement d'un très très grand nombre de ses contemporains. Et il a des questions sur lesquelles il semble un peu obsédé, par exemple. Et pour lui, une des façons de se moquer facilement de quelqu'un d'autre, c'est de dire que sous son turban, en fait, il est chauve. Donc, et apparemment, à un moment donné, il a accumulé tellement d'ennemis qu'on a même attaqué sa maison et on a brûlé ses manuscrits. Donc, c'était toujours pas comme en ludique, disons. Il y avait aussi un aspect plus sérieux dans l'affaire. Mais vous voyez un peu la façon dont on peut voir cette ville. Mais c'est une ville, d'ailleurs, qui est aussi assez intéressante parce que c'est une ville où on voit, à partir de ces chroniqueurs, que c'est une ville qui est une espèce de centre d'information. Donc, à partir de la Mecque, on peut voir, certainement pas le monde entier, mais certainement le monde musulman, on a des informations sur un peu tout.
Donc, dès que le sultan Suleiman a une victoire en Hongrie, dans quelques semaines, les nouvelles arrivent à la Mecque. Et pas seulement les nouvelles arrivent à la Mecque, on va donc organiser des prières d'une façon spéciale pour célébrer ces victoires. C'est un peu plus compliqué quand il a des victoires contre les Iraniens, parce que là, il faut aussi être sensible au fait qu'il y a des chiites dans la ville, même s'ils sont minoritaires. Hein, mais il y a des marchands d'origine iraki, comme on le dit à l'époque, mais qui sont des chiites. Et voilà, donc là encore, Suleiman s'empare de Bagdad. Dans quelques jours, les nouvelles arrivent. Donc, on peut donc faire une espèce de processing de toutes ces informations. Même chose pour l'Inde. Dès qu'il y a des données sur l'Inde, les attaques des Portugais, la chute des marchés, le fait qu'il y a eu une famine et donc, du coup, le prix de blé risque de monter au Gujarat, dans quelques semaines, on a les nouvelles à la Mecque. Donc, vous voyez que c'est vraiment une espèce de centre où, à cause de cet afflux des gens, des va-et des viens, etc., il y a cette possibilité aussi de voir par, disons, l'œil de la Mecque. On peut voir tout le monde musulman, jusque de l'Afrique occidentale en Indonésie. Toute cette information passe par là. Et c'est la même chose, donc, quand il y a quelque chose qui arrive à la Mecque, c'est bien sûr, c'est les inondations de 1940. Vous voyez que de temps à autre, 2 fois par siècle, en gros, il y a des inondations à la Mecque. Et par exemple, il y avait ça une fois au XVIe, et la plus importante, c'était 1630, quand le Kaaba était à moitié détruit, et ça a été en fait reconstruit par les Ottomans en 1631-32. Et là, on voit que c'est le contraire, c'est-à-dire les nouvelles de la Mecque qui vont se répandre un peu partout dans ce monde, parce qu'il faut calculer, il faut décider son pèlerinage un peu en fonction de ça. Donc il y a un effet de réseau, mais au centre du réseau, il y a cette espèce de densité, cette épaisseur d'une vie intellectuelle, d'une vie marchande, même si ce n'est pas une grande ville, comme je vous ai dit. Peut-être à l'époque de pèlerinage, au mois de Zil-Hijjah, il y aurait eu peut-être 150 000 personnes dans la ville, au XVIIe siècle. Mais dès que ces gens sont partis, on a peut-être 15 000, ou quelque chose de cet ordre. Donc c'est une différence assez énorme. Mais là encore, il faut revenir sur ce fait de ce rapport très étrange avec les Ottomans. Les Ottomans qui vont essayer quand même de s'emparer de la ville, par exemple, en faisant leur construction autour. Tout cela, c'est des constructions faites par les Ottomans au XVIe, XVIIe siècle, que les Saoudiens sont en train de détruire aujourd'hui, mais qui existaient bel et bien jusqu'au milieu du XXe siècle. Alors, et c'est la même chose qu'on voit finalement, et je vais terminer avec ça, avec ce grand écrivain indien de la fin de l'époque que j'ai étudiée, le XVIe, Qutb-ud-Din Nahrawali, qui est donc l'auteur d'un grand texte portant sur la Mecque, qui a été traduit en allemand déjà au XIXe siècle. Et là encore, à partir de Nahrawali, on peut donc voir comment cette ville fonctionnait comme espèce de carrefour. Et je termine donc en vous citant le commentaire de l'éditeur de son texte, qui est un récit de voyage. Indien de naissance, Mecquois par adoption, arabe dans la culture et ottoman dans l'adhésion politique, Cheikh, ou comme les Ottomans l'ont appelé, Mevla Qutb-ud-Din al-Makki, donc il est aussi al-Makki, a été reconnu parmi les écrivains ultérieurs pour la profondeur et l'ampleur de son savoir et pour ses compétences en arabe, en particulier dans la poésie et la composition épistolaire. La modestie n'était cependant pas un de ses traits saillants. Les produits de sa plume, y compris le Rihla, qu'il a écrit au milieu de sa carrière, révèlent qu'il ne manquait pas d'amour propre, qu'il avait un côté abrasif à sa personnalité. Il pourrait être dédaigneux, même méprisant, des autres et de leur travail, tout en se vantant sans honte de ses propres réalisations. On a tous eu des collègues comme ça. Bon, je vous remercie. Merci.